Bienvenue sur le podcast On jase piano avec. Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invité pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano, ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode! Bonjour et bienvenue à ce 7e épisode du podcast On jase piano avec. Aujourd'hui, on va jaser piano avec Jeanne Amiel, une pianiste québécoise. Et on va parler d'un peu de tout. On va parler de son parcours, de ses études, des concours qu'elle a fait aussi dans le passé, et aussi de ses enregistrements qu'elle a fait. Et ses enseignements en musique. Alors, sans plus tarder, on commence avec Jeanne. Salut Jeanne, ça va bien? Oui, salut Antoine, ça va bien? Yes. Je commence toujours le début de l'émission. J'aimerais ça que tu nous parles un peu juste de ton parcours, puis tes premières années avec le piano. Comment tu as commencé? Qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage? Qu'est-ce qui t'a inspiré à vouloir faire ça dans ta vie, là? Donc, tu peux partir du début, puis après, tu peux continuer de parler de tes études supérieures, si tu veux, là, comme tu sens. Parfait. Ben ça me fait plaisir. Ben merci d'abord pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là. Puis, écoute, je pense que comme beaucoup de pianistes, j'ai commencé assez jeune, là. Je sais pas toi à quel âge tu as commencé le piano. Moi, c'était autour de 5 ans. Mm-hmm. Puis, moi, c'est venu en fait de ma famille un peu parce que mon père, ça a toujours été un grand mélomane, quelqu'un qui aurait vraiment souhaité faire de la musique très jeune puis qui a comme réalisé ce rêve-là un peu plus tard dans sa vie, là, donc dans la quarantaine. Okay. Puis c'est ça, dans le fond, mon père a voulu acheter un piano puis commencer à prendre des cours à peu près en même temps que moi. J'ai eu 5 ans, puis là, c'est sûr que quand le piano est arrivé dans la maison, ben moi, c'était évident que je voulais jouer aussi. Puis au début, ma mère, elle m'a donné une de ses vieilles partitions qu'elle avait eues des sœurs là, quand elle était au couvent. Puis elle m'a expliqué un peu comment ça marchait, la portée, la lecture. Puis j'ai commencé un petit peu par moi-même, puis j'étais vraiment avide d'apprendre, là. Je pense que j'avais vraiment envie de rentrer dans cet univers-là. Fait que c'est ça, j'ai commencé à prendre des leçons privées de piano. Puis mon papa aussi faisait du piano en même temps. Puis là, par la suite, il a aussi fait d'autres instruments. Là, ça a toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup la musique, autant le classique que le jazz, là. Fait que je pense que j'ai eu l'oreille assez éveillée à ça dès un jeune âge. Puis moi, j'ai toujours fait du classique, en fait. Donc, c'est ça. Puis je dirais que le piano, contrairement peut-être à des gens qui apprennent un instrument avant à l'école, par exemple, c'est une activité un peu solitaire, là. Quand j'étais très jeune, je connaissais pas beaucoup d'autres pianistes, puis c'était comme ma petite activité un peu disciplinée que je faisais à la maison. Puis je dirais que la vraie piqûre, je l'ai eue à peu près vers 14-15 ans quand j'ai commencé à aller dans des camps musicaux. Puis mon premier camp musical, c'était le camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Métabetchouan. Puis c'était un hasard, là, j'avais rencontré une fille à l'école qui connaissait ça, puis qui était déjà allée, puis là, ça a été comme vraiment un coup de foudre, là. Puis tu sais, un coup de foudre aussi pour les gens que j'avais rencontrés dans ce milieu-là, c'était vraiment la révélation, là, qu'il y avait une place un peu pour tous les gens qui ne fitaient pas vraiment dans le monde de la musique. Ouais. Je pense qu'on est beaucoup à pouvoir se rapporter à ça. Puis, à partir de là, j'ai vraiment commencé à me dire, j'aimerais ça faire ça au cégep, j'aimerais vraiment ça vivre là-dedans. Puis c'est à ce moment-là aussi, j'avais une super bonne prof à Saint-Bruno que j'adorais beaucoup, Marina Savoie, qui était aussi pianiste, corniste, artiste peintre, qui m'a vraiment beaucoup inspirée. Puis dans ces années-là, elle me faisait faire des examens à Vincent Dindy, puis j'avais terminé là, autour de 14-15 ans, une 9e année post-lauréat. Puis elle m'avait dit, j'aimerais ça peut-être que tu continues avec une professeure qui a peut-être un peu plus un parcours des études supérieures en musique, en piano, interprétation.
Puis c'est au camp musical que j'ai rencontré Jacinthe Riverain. Fait que je l'ai rencontrée au Lac-Saint-Jean. Jacinthe Riverain, c'est une pianiste québécoise qui était à Montréal à cette époque-là, qui est super active en musique de chambre, en toutes sortes de projets. Puis c'était encore une fois, quelqu'un qui était très inspirante pour moi. Là. Ça a été une belle rencontre. Fait que mes 2 dernières années au secondaire, là, j'allais le samedi après-midi chez elle. Je prenais mes cours en privé. Elle faisait avec moi de la littérature musicale. Elle me préparait pour des concours aussi. Puis, tu sais, ça a vraiment... Tu sais, je pense que ces années-là, là, entre 14 puis 17 ans, ça a vraiment été déterminant, là, tu sais, dans la naissance un peu de ma personnalité artistique, peut-être. Puis, voilà. Puis après ça, j'ai entrepris mon cégep à Vincent d'Indy avec Jean Saunier. Ah oui, il était à Vincent d'Indy, Jean Saunier. En fait, à cette époque-là, il y avait Jimmy Brière puis Jean Saunier qui prenait, je pense Maneli Pirzadet aussi, là, qui prenait un élève par année au cégep. C'était comme une entente entre l'Université de Montréal puis Vincent d'Indy. Fait que c'est là que j'ai commencé mes cours avec Jean, puis ça a été mon prof jusqu'à la fin de mon doctorat après ça. Fait que après ça, c'est ça. Ça a été plus le parcours... Cégep, université, baccalauréat. À la maîtrise, j'ai fait un échange, mais en tout cas, je pense que là, on rentre un petit peu plus dans le parcours qu'on a tous un peu en commun. Ben, même le Vincent d'Indy, j'ai fait aussi, parce que j'avais des professeurs à Sorel quand j'étais jeune, puis souvent, c'est ça, après une année ou 2 années, ça marchait plus. En fait, je pense que les professeurs avaient d'autres activités, ils allaient jouer ailleurs. Puis à 13 ans, je suis allé étudier à Vincent d'Indy comme là-bas. Le samedi, je suis allé là-bas. Ah, t'es allé à Montréal toutes les semaines. Oui, c'est ça. À 13 ans. Puis après, j'ai fait 2 autres années avec Nathalie Bertium, qui était une professeure affiliée qui me faisait faire les examens, les concours interélèves, tout ça, genre 4e, 5e année. Puis après ça, j'ai rencontré une autre professeure. Fait que, après ça, j'ai rencontré une autre professeure à Saint-Hilaire, Lorraine Prieur. Je sais pas si tu la connais. Oui, oui, je la connais. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a ça, puis après, comme tu dis, on a fait nos études supérieures, pas à la même place, moi c'était au conservatoire. Oui, Donc, c'est ça. En fait, donc à l'université, on va en parler justement de l'Université de Montréal. T'as été dans le fond tout le long avec Jean Saunier, genre à partir du bac jusqu'au doctorat, dans le fond. Oui, c'est ça. Je fais partie peut-être d'une petite cohorte là, d'étudiants là, qui ont commencé avec Jean assez tôt. Là, dans ces années-là, ils prenaient des étudiants des fois à 15-16 ans. Là. Je pense à Justine Pelletier aussi, là, qui a commencé avec Jean super jeune. Puis, c'est ça, ça a été lui qui m'a formée là, depuis le bac jusqu'au doctorat. Puis, après ça, je dirais que le complément à ma formation, c'était plus des stages d'été, comme Orford, Domaine Forget. Oui, puis j'ai vu aussi que tu allé à la haute école de musique de Genève. Oui. Ça, en fait, c'était vraiment un échange. Là. Ça a été une année de ma maîtrise que j'ai passée à Genève. Un Erasmus, genre? Oui, c'est ça. En Europe, on appelle ça un Erasmus. Exact. Ouais, je ne sais plus au Québec, moi, on appelait ça un échange. C'est ça. Il y a un partenariat, en fait, entre l'Université de Montréal puis la Haute École de musique de Genève. Puis là, j'ai étudié avec Dominique Weber. Puis Dominique Weber, en fait, ça avait été aussi le professeur de Jacinthe Riverain qui m'avait enseigné quand j'étais plus jeune, là, vers 15-16 ans. Puis Jacinthe, elle m'avait toujours parlé avec énormément d'admiration de Dominique Weber. Puis je l'avais rencontré dans un stage d'été en Espagne avant ça. Fait que pour moi, c'était vraiment, tu sais, comme... c'était significatif quand même dans mon parcours là, d'aller étudier avec le prof qui avait formé ma professeure quand j'étais jeune. Puis ça a été vraiment une année vraiment riche en apprentissage. Là. Tu sais, je pense que quand on est ailleurs puis qu'on n'est pas dans notre quotidien, là, dans notre routine, on peut vraiment s'immerger dans quelque chose, dans des études approfondies, une démarche peut-être plus personnelle. Puis, je dirais aussi, c'est contrairement, depuis que j'avais comme 17-18 ans, Jean, il me suivait là, de vraiment très proche. Là, ça a été vraiment quelqu'un qui m'a coaché. Dominique Weber, il était peut-être un peu plus vers la fin de sa carrière d'enseignement, puis il me laissait très libre, ce qui m'a déstabilisée au début. Là, je disais, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous joue au prochain cours? Puis là, il partait à rire, il était comme, c'est toi qui décides. Puis aussi, souvent, après 2-3 leçons, il disait, ça va bien, tu peux me jouer d'autres choses. Fait que ça a été finalement une année où j'ai monté beaucoup de répertoire, puis j'ai pris énormément de notes. Puis j'ai fait beaucoup de musique de chambre aussi, mais
ouais, ça a été vraiment, vraiment riche en expérience. Là, ouais, mais je pense que c'est ça, qu'on arrive maîtrise, mais peut-être plus doctorat, justement, cette liberté-là, il y en a de plus en plus, puis des fois, c'est vrai que ça devient un peu déstabilisant parce que il n'y a plus de planning là, avec les cours au calendrier à chaque semaine ou 2 semaines, puis concert à la fin de la session avec tel visage. Là, c'est comme, arrange-toi, c'est à toi, organise-toi. C'est ça. Exact. Ouais. C'est à toi de le faire. Mais tu sais, je pense dans ma personnalité, puis ça, c'est un petit peu, ça se reflète dans, je pense aujourd'hui, ma personnalité de prof, mais je suis quelqu'un de très organisé. Ça, c'est des choses que les gens m'ont souvent dit, fait que, tu sais, j'ai des notes, encore des cahiers de notes à Genève, je m'y faisais mes plannings, là, de qu'est-ce que je vais jouer telle semaine, 3 mois en avance, puis qu'est-ce que je vais jouer à tel concert, puis... Bonne idée. Mais c'est le fun de devenir vraiment, vraiment autonome là-dessus aussi, là. Ouais, mais tu sais, je vis un peu ça, moi aussi, au conservatoire, comment ça marche à Paris, c'est comme, si tu veux un cours, tu demandes au prof, mais sinon, il n'y a rien de prévu, là. Puis si je demande pas, il se passe rien, genre. C'est pas évident, là, puis c'est ça. Fait que, puis c'est des profs aussi qui jouent souvent, fait que ils ont leurs occupations, de concertistes, là. Fait que ça donne pas tout le temps, des fois, ils sont comme à l'extérieur. Fait que, ouais, c'est quelque chose qui... Bon, là, ça fait un petit bout que c'est comme ça, fait que je m'habitue aussi, là. Mais... Ouais, c'est pas toujours évident. Tu as fait une thèse de doctorat à l'UDM. Tu es boursière du Conseil de recherche en sciences humaines. Tu as été boursière pour faire ça. Et ça portait sur... c'était un doctorat d'interprétation ça portait sur les méthodes d'apprentissage et de mémorisation au piano. Est-ce que tu peux juste nous résumer un peu le sujet de ta thèse? Oui, oui, avec plaisir. En fait, c'est pas tout à fait une thèse de doctorat, on appelle ça un travail de synthèse dans un doctorat en interprétation. Là, je dis ça parce que je veux pas avoir le syndrome de l'imposteur. Je sais qu'est-ce que c'est de travailler sur une thèse. C'est un gros travail, le travail de synthèse quand même, là. Mais on n'a pas de PhD là, à la fin de notre doctorat. Mais c'est un travail dans lequel j'ai mis quand même énormément de temps puis de sérieux, puis que j'avais préparé quand même longtemps d'avance. Là. Moi, c'est des réflexions que j'ai commencé à avoir à la fin du baccalauréat, en particulier sur la préparation à la performance. J'avais étudié ça un petit peu pendant ma maîtrise. Là, on avait l'option de faire un sujet spécial, d'étudier sur un sujet qui nous tenait à cœur. J'avais étudié la préparation à la performance chez les sportifs, puis quelles techniques ils utilisaient, qu'est-ce qu'on pouvait appliquer à la musique. Puis tu sais, c'est des sujets qui sont très dans l'air du temps, je dirais, là. Puis, mais à l'époque où je les ai faits, là, ça remonte à peut-être 2013. C'était quand même, tu sais, ça commençait, là, tu sais, ça émergeait quand même un peu. Puis là, rendu au doctorat, tu sais, il fallait vraiment se spécialiser un peu, là, concentrer notre aire de recherche sur une question en particulier. Puis moi, c'était vraiment la mémorisation que je me disais, tu sais, jouer par cœur dans un concours international, 3 épreuves, 4 épreuves, des fois, ça demande un travail incroyable. On peut pas juste y aller au feeling. Là. Il doit y avoir des stratégies qui nous permettent de vraiment se sentir solide là-dedans parce que c'est quand même vraiment gros. Puis, c'est ça, en préparation à ce travail-là, j'avais fait mes demandes de bourse, puis j'ai été super chanceuse d'être soutenue. Puis, c'est ça, j'ai fait énormément de revues de la littérature là, sur qu'est-ce qui se faisait à cette époque-là. Puis ça m'a amené dans plusieurs directions. Là. Je dirais qu'il y avait... il y a toujours, je pense, qu'il faut partir de la pratique des pianistes. Puis je me suis centrée beaucoup sur des témoignages de pianistes, comment eux se préparaient, comment ils intégraient en particulier la visualisation dans leur apprentissage, puis les méthodes de mémorisation. La visualisation, là, peut-être pour ceux qui t'écoutent qui ne sont pas nécessairement pianistes, là, c'est quand mettons qu'on s'assoit puis que mentalement, on se rejoue le répertoire qu'on va jouer en concert. Sans la présence physique de l'instrument, là, sans le vrai feedback. Fait que c'est vraiment une expérience mentale là, c'est comme préparation. L'imagery, je sais pas, en anglais, ils appellent ça imagery, parce qu'il y a la visualisation, genre, c'est qu'on s'imagine juste que ça, on s'imagine sur scène, puis que ça va bien ou que ça a bien été, puis tu sais, pour avoir des pensées positives. Mais ça, c'est plus, c'est ça, tu joues la pièce, dans le fond, là. Tu t'imagines en train de la jouer de A à Z, là.
Ouais. Bien, la visualisation, exactement comme tu viens de l'expliquer, ça peut aller de juste imaginer l'œuvre là, mentalement, mais ça peut être aussi imaginer le contexte, imaginer arriver sur scène, imaginer le public qui va être dans la salle, le jury si c'est un concours, comment on se sent avant, pendant, après la performance. Là, ça peut être dans le très précis, spécifique, puis dans le très global aussi. Puis ça m'a toujours fascinée parce que c'est quelque chose que j'ai énormément de difficulté à faire, en fait. Puis je pense que c'est ça qui m'a attirée à travailler sur ce sujet de recherche-là. Parce que c'est un exercice mental quand même intense, là. Mm-hmm. Oui, c'est ça. John O'Connor m'avait déjà parlé de ça, justement, pour la mémoire de ma... J'étais en train d'apprendre, puis je disais que j'avais des difficultés à mémoriser rapidement, puis que souvent, je mémorisais une pièce, ça finissait juste que je la mémorisais à force de la jouer. Là. Mm-hmm. Mais c'est bien, mais si on veut aller plus vite, lui, c'est ça qu'il disait. Il disait, on revoit mesure par mesure. Je trouvais ça un peu intense, là, mais comme je joue dans ta tête, mettons, la première mesure, avec les bons doigtés, puis tout, comme ce que tu places. Puis quand ça va, tu fais la deuxième mesure. Puis là, tu avances de même, puis là, tout le long. J'ai essayé, j'en ai fait un peu, ce qui fait que des fois, mettons, j'ai écouté un concert d'un pianiste, je pense que c'était le 5e prix du concours Chopin l'année de Charles. J'ai oublié son nom, Liu, je pense, Lou. Eric Liu. Oui, c'est ça. Puis il jouait le prélude, parce que j'étais en train d'apprendre les préludes, puis il a joué genre le 4e prélude. Puis comme à force de faire ce travail-là, quand il jouait, je voyais comme toutes les notes qu'il jouait, genre, puis dans le fond, j'essayais de juste comme être dans la musique, là. T'es imprégné de l'expérience comme si c'était toi-même qui la vivais, là. Oui, c'est ça. Puis bon, fait que, je trouve que on rentre plus là-dedans que si on le fait pas, ce travail-là. Si on le fait pas, tu vas écouter quelqu'un d'autre jouer la pièce, ça va rester juste quelque chose de distant. Fait que, mais c'est vrai, c'est un gros travail, je trouve, des fois, puis ça ne tente peut-être pas tout le temps. Là. Des fois, ça me tente juste d'aller au piano puis jouer la pièce. Là. Oui, c'est sûr. Mais ça se révèle très utile en contexte où ça devient... Ou c'est comme une question, on n'a pas le choix, là. Il faut être vraiment prêt. Puis moi, ça m'a servi finalement, là, je fais peut-être une parenthèse, là, je reviendrai à mon projet après, mais c'est le genre de choses qui m'a servi dans la préparation de concours. Moi, ce que je trouve le plus difficile pour la mémoire, c'est les préludes et fugues, là. C'est vraiment, parce que c'est tellement de la musique pure, là. C'est pas juste de la musique de piano. Le piano, c'est un prétexte à jouer ta fugue, finalement, là. Mais la fugue, elle existe comme dans l'abstrait, là, si on veut. Puis, c'est genre j'ai utilisé tellement de stratégies de jouer, visualiser les doigtés, visualiser les voix, visualiser les voix 2 par 2. J'ai une expérience dans un concours à un moment donné. Je suis arrivée, puis dans la famille d'accueil où j'étais, c'était un concours, ça avait été sponsorisé par Steinway. Fait qu'ils avaient livré des Steinway Spirio, un peu pour showcase là, leur nouveauté, là, finalement. Donc, ils avaient livré un Steinway Spirio dans chaque maison, dans les 24 maisons des familles d'accueil, des 24 candidats. Wow. Puis, quand je suis arrivée là, les déménageurs ont mis le piano là. Il y avait encore du styrofoam après, puis ils n'avaient pas touché. Bien, le clavier était bloqué, là. Il n'y avait rien à faire. Je ne pouvais pas pratiquer sur le piano sur lequel j'étais supposée pouvoir préparer pour mon concours. Puis, l'accordeur de piano habitait plusieurs heures. En tout cas, il pouvait juste venir le lendemain. Puis, quand tu es à 3 jours d'un concours international, tu viens d'arriver, tu n'as pas envie de sauter une journée de pratique, mettons. Je pense qu'on se comprend là-dessus. Puis la dame chez qui je vivais, elle était super fine. Elle avait un piano électrique qui n'avait pas servi depuis longtemps. Elle m'a dit, je peux te le déménager dans ta chambre. Un piano quand même avec une bonne touche. Puis là, court-circuit sur le piano électrique, il n'y avait pas de son. T'sais. Fait que là, je me dis, bon, là, j'ai pas le choix. Là, j'ai pas le feedback sonore. Fait que là, j'ai vraiment été obligée d'appliquer un mélange de mes stratégies de visualisation, puis de jouer sans le feedback, mais d'entendre le feedback sonore en même temps, de visualiser en jouant. Puis, d'avoir fait ce travail-là, ça s'est vraiment révélé utile dans cette circonstance-là. Puis, je suis convaincue que j'ai peut-être mieux joué que si j'avais pas eu cet obstacle-là, cette contrainte-là, que si j'avais juste pratiqué comme d'habitude. Là, ça m'a forcé à recourir à des stratégies un petit peu plus... qui sortent un peu de l'ordinaire, là. Puis c'est vraiment efficace sur le cerveau, là. C'est la clarté que tu acquiers avec ça, c'est quand même impressionnant, là.
Mm-hmm. Puis j'imagine aussi, il doit y avoir un peu, bon, il y a la fameuse mémoire physique, là. Est-ce que, c'est ça, c'est sûr que ça, c'est bien, mais c'est peut-être pas, vu que c'est pas intellectualisé, c'est peut-être ça peut peut-être prendre le bord un coup qu'on est stressé, ou, moi, ça m'arrivait des fois juste de douter, mettons, tu sais, avant d'embarquer sur scène, c'est quoi ce passage-là, je sais plus, tu sais, puis des fois, ça vient juste comme court-circuiter quelque chose, là. Parce que si on a juste travaillé physique, la répétition, et non comme analyser puis comprendre la musique, c'est des trucs qui peuvent arriver peut-être plus facilement, là. Je sais pas si... Qu'est-ce que tu penses de cette mémoire physique-là? Ben, tu as tout à fait raison. Ouais, la mémoire musculaire, la mémoire motrice aussi, là, comme on l'appelle. Je sais pas si, j'imagine que tu as écouté les podcasts de Mathieu Boucher, là, le musicien stratégique. Oui, non? En tout cas, si tu connais pas ça, c'est une recommandation, je te le recommande chaudement. On apprend plein de choses. C'est surtout centré sur la pédagogie, mais il y a plein de choses que tu peux t'approprier dans ta pratique. Le musicien stratégique. Il en parle beaucoup, là, justement. Lui, il illustre comme si tous les différents types de mémoire, c'est comme plusieurs pattes de chaise, puis on peut pas vraiment se passer d'aucune des formes de mémoire. Puis la mémoire motrice, c'en est une. Puis, je dois dire que mon expérience par rapport à ça, c'est que je l'ai pas diabolisé, là, mais je me suis tellement concentrée sur... C'est important de travailler sur tout ce qui n'est pas mémoire motrice, parce qu'on peut pas juste se fier à nos réflexes, qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, mais est quand même vraiment utile, là. Je veux dire, pour apprendre, pour être capable d'avoir un relâchement en concert, puis de se concentrer sur autre chose, sur qu'est-ce que je suis en train de jouer en ce moment. Il faut faire confiance à ses réflexes, il faut faire confiance à ses automatismes, puis il faut les travailler, puis il faut travailler dans la conscience du mouvement, puis c'est un aspect qui est très important. Mais ce qui est particulier avec la mémoire motrice, c'est que c'est comme une chaîne d'automatisme, dans le fond. Puis... comme enfant, on apprend beaucoup par répétition, là. Quand on était petit, c'est sûr, on n'a pas conscience de toute l'analyse, on n'a pas conscience de toutes les particularités du langage de ce qu'on joue. Puis, ce qui fait qu'on est capable de jouer en concert au mois de juin, c'est qu'on a répété notre pièce minimum 3 fois par jour, tous les jours, depuis le mois de septembre. Fait que là, moi, je me souviens, quand j'étais petite, je pratiquais, puis des fois, je disais à ma mère, demain, je mets-tu ma robe verte ou je mets ma robe rouge, tu sais? Fait qu'elle était comme, tu n'es pas en train de penser à ce que tu fais. Mais évidemment, on est capable de jouer puis de pas vraiment être concentré parce que notre mémoire musculaire le fait. Puis ça, c'est super pratique, c'est super impressionnant, mais c'est extrêmement sensible aux interférences. Fait que ce qui fait que s'il arrive quelque chose, s'il y a une distraction, s'il y a une pensée qui vient, souvent les pensées catastrophes arrivent juste au mauvais moment, là, quand on est en train de jouer en concert. S'il y a quelqu'un qui tousse dans la salle, s'il y a un cheveu sur le piano, ça m'est arrivé souvent, s'il y a une mouche, quelque chose, n'importe quoi qui nous distrait, il peut y avoir une interruption de la performance, entre guillemets, puis là, c'est parce qu'on n'a aucune idée on est où. Puis la seule façon d'être capable de récupérer la chaîne des automatismes, c'est de recommencer au début, t'sais. C'est comme on n'a pas vraiment conscience de la structure du discours, puis de où est-ce qu'on est dans le plan, dans la forme. Fait que c'est ça qui est le bon et le mauvais côté de la mémoire motrice, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de s'en occuper, mais que s'il se passe quelque chose, on est mal pris. Fait que c'est d'où l'importance de développer les autres types de mémoire. Oui, non, puis ça, se donner des points de repère aussi, des fois, ça peut arriver. Si jamais... ça m'est déjà arrivé de le faire, mais peut-être c'était peut-être pas la meilleure façon, mais tu sais... Le prélude des figues de Bach, j'avais mémorisé chaque début de ligne, tu sais. Au cas où qu'il arrive quelque chose, que je puisse me retomber sur mes pattes au début de la ligne, au début du système. Mais bon. Mais ça, c'est quand même une stratégie qui peut être vraiment utile. Puis, tu sais, si je peux partager mon meilleur truc à ce jour, je veux dire, mon travail de synthèse de doctorat, je suis allée dans plein de directions, là, mais je te dirais que la stratégie que j'utilise le plus encore aujourd'hui, c'est diviser, mettons, un morceau qui est à mémoriser, qui est difficile en plusieurs segments. Puis, ce que je fais faire, mettons, aussi à mes élèves, mais ce que je fais moi-même pour mémoriser, je leur fais partir, mettons, du dernier segment. Puis c'est toujours, il faut que ce soit musicalement cohérent. Tu sais, mettons, le début d'une ligne, c'est pas toujours musicalement cohérent, là, mais le début d'une phrase musicale. Puis
le plus petit segment possible. 2 mesures, c'est assez long quand même. Puis de les faire tous à rebours, de la fin jusqu'au début. Puis ensuite, quand mes élèves sont capables de faire ça, par exemple, je leur fais jouer la première phrase, ensuite imaginer la deuxième phrase, chanter la deuxième phrase dans leur tête, la visualiser, dans le fond, là, c'est de la visualisation. Commencer à la 3e phrase en jouant, puis comme ça, alterner. Fait qu'une phrase sur 2, on la joue, une phrase sur 2, on la visualise. Par exemple, on part du début, puis on fait l'inverse. Puis c'est extrêmement efficace, là, de travailler à rebours, de travailler comme ça de façon... Oui, c'est ça, d'alterner, puis d'intégrer une part de visualisation là-dedans aussi. Puis après ça, pour être capable de bien commencer une phrase, bien, ça nous demande une mémoire visuelle. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on est sur le clavier. Ça nous demande peut-être une mémoire un peu conceptuelle, structurée. Là. C'est un accord de quoi, je suis en quelle tonalité, quel renversement, ce genre de choses-là. Puis une mémoire auditive, évidemment, parce qu'il faut être capable de se chanter mentalement le passage sans le jouer. Puis ça, c'est ce qui est le plus précieux, là, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on veut quand on joue, c'est être capable d'entendre intérieurement, de chanter intérieurement. Faut que l'écoute précède le mouvement. C'est qu'on ait le résultat sonore en tête avant de jouer. Et non pas que ce soit un résultat un peu fortuit là, de ce qu'on fait. J'avais lu, je ne sais plus le titre du livre, mais c'était Margit Varro. C'est une pédagogue, je pense, hongroise, mais... Ouais, puis le livre était traduit en français. Puis elle parlait justement, quand elle enseignait aux élèves, même les débutants, qu'elle préférait former leur oreille avant de les envoyer dans les partitions, puis le côté plus intellectuel. Là. Puis, donc, l'oreille musicale d'abord, donc pour la mémoire aussi, c'est bénéfique aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est comme, même quand on apprend une chanson, en fait, souvent, c'est comme juste on enregistre les hauteurs. Le chant, c'est comme ça, là. C'est pas le choix. Là. C'est pas comme une note que tu joues quelque part sur le clavier ou sur le violon. Là. Mais ça, c'est fascinant. Puis là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences se penchent là-dessus. Là. Les neurosciences et la musique, c'est un domaine qui est en plein essor. Là. Fait qu'est-ce qui se passe dans le cerveau du musicien? Puis même, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des amateurs qui écoutent de la musique? Puis ça, c'est un domaine, si j'avais une deuxième vie, je pense que j'irais faire de la recherche là-dedans. Puis j'ai pris quelques cours, là, un peu par intérêt personnel, puis comme complément à ce que j'ai fait pendant mon doctorat. Là. Puis c'est vraiment fascinant de voir qu'est-ce qui se passe au niveau neurologique, quelle région du cerveau s'active quand on écoute de la musique, c'est quoi la réponse mentale par exemple, quand on suit un rythme ou quand on entend une déviation mélodique, là, un événement inattendu dans la mélodie, quelque chose qui déjoue nos attentes. Et c'est toutes des choses qu'on est de plus en plus capable de voir puis de mesurer dans le cerveau. Puis c'est vraiment fascinant de voir comment ça fonctionne. J'aimerais qu'on continue. J'aimerais ça citer quelques concours quand même, parce qu'il y en a beaucoup. Des prix que tu as eus dans les concours. Par exemple, il y a les premiers prix, le Grand Prix du Congo du Canada, catégorie 19-30 ans, donc les plus vieux. En 2015, tu as eu le 3e prix du concours OSM. Premier prix concours Sheen, c'est Sheen. C'est Sheen Competition, oui. Edmonton, je pense, c'est ça. Il y en a d'autres. Deuxième prix, prix d'Europe et le prix John Newmark. On va écouter tantôt un extrait de ta prestation des claviers Stuck de Brahms au concours OSM, qui sont magnifiques. Je pense qu'on en a déjà, on vient d'en parler un peu, mais justement pour ces concours-là, tu parlais de visualisation, pour la mémoire. As-tu d'autres méthodes de préparation pour ces concours-là? Est-ce que tu prévois ça très d'avance ou ça peut être quelques mois d'avance que tu sais si tu les fais? C'est sûr que souvent, c'est plus à long terme. C'est ça. Comment tu t'approches ces concours-là dans ta préparation? Si tu avais des conseils à donner à des plus jeunes pianistes qui voudraient se lancer là, dans des concours. Parce que comme le tremplin puis les concours internationaux, tu as fait aussi Olga Kern aux États-Unis et c'est beaucoup de répertoire. Là. Exact, oui. C'est bien de pouvoir bien jouer une pièce, mais à un moment donné, quand il faut que tu joues 1h30, 2 heures de répertoire, il faut que tout soit à la même hauteur. Là. Exact. Écoute, je dirais que chacun de mes concours, je les ai un peu
pas toujours préparé de la même façon. Ça a été des fois des espèces de laboratoires d'expérimentation, là. Je dirais peut-être le tremplin, ça a été le premier concours là, qui m'a donné l'occasion de tester un peu mes méthodes de préparation. Concours de musique du Canada aussi, mais la particularité du tremplin, c'est que c'est le même nombre d'épreuves que le concours de musique du Canada, mais en 2 semaines. Fait que c'est comme un concours international. Finalement, il faut que tout soit prêt dès le jour 1. Concours du Canada, on a quand même cet espace-passé à l'époque où je l'ai fait, là, à l'époque où c'était finale régionale, finale provinciale, puis ensuite nationale. Il y avait 3 épreuves, puis il y avait minimum 1 mois entre chacune. Puis c'est sûr... j'avais, mettons, le concours du Canada en 2015, j'avais joué un prélude et fugue assez costaud, puis j'avais monté une étude de Ligeti. Là. Je veux dire, je sais pas si tu connais un peu mon répertoire habituel, les études de Ligeti, c'est vraiment pas ce que je joue en concert normalement. Mettons, c'est un défi personnel, puis c'est gens qui m'avaient encouragé, tu devrais monter ça, tu vas avoir du plaisir, mais c'était tellement de travail pour 3 minutes de musique, là, puis c'est quelque chose qui m'a vraiment, quand on dit sortir de sa zone de confort, là, ça a été vraiment ça, mais j'ai appris énormément en faisant ça, puis je me souviens, en préparation à l'épreuve, où je devais jouer dans la même épreuve, l'étude de Ligeti, le prélude des fugues, que toutes ces stratégies-là de visualisation, de segmenter, d'analyser, d'être capable de jouer n'importe quel passage avec n'importe quel point de départ, ça, je les ai mises en application, puis c'était quand même... le concours du Canada, c'était peut-être la 4e ou 5e fois que je le faisais. J'étais dans des salles que je connaissais. Dans la première épreuve, c'était à la salle des Jeunesses musicales Canada. Il n'y avait pas beaucoup de public. Je me disais, c'est quand même une situation relativement confortable dans laquelle je peux tester ces stratégies-là. Puis ça a super bien été là, à ce moment-là. J'ai vraiment des bons souvenirs de comment j'ai géré ma performance à ces moments-là. Puis le tremplin aussi, je dirais que ça aussi, ça a été une occasion de me préparer mentalement. Puis c'était une année, justement, c'était l'année après que j'ai écrit mon travail de doctorat, l'année où j'ai fait le tremplin. Ouais. Fait que là aussi, là, je me suis... j'avais des concerts en préparation. Dans ce temps-là, il y avait des mercredis piano classique au Café Résonance à Montréal. Fait que là, j'allais casser une partie de mon programme au Café Résonance. Puis là, je testais là, mes stratégies de visualisation. Je pratiquais beaucoup de pleine conscience pendant ces années-là. C'était... ça a été vraiment une façon de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui peut-être est à ajuster, mais puis, tu sais, je dirais mon conseil pour les jeunes qui veulent s'embarquer là-dedans, c'est parce que c'est sûr qu'il y a une partie de gestion du stress, puis c'est sûr qu'il y a un inconnu, mais de le voir un peu comme un terrain de jeu, ne pas trop se prendre au sérieux, entre guillemets, mais de se dire, oui, ça va être stressant, je vais expérimenter des méthodes pour gérer mon stress. Puis si c'est pas la méthode parfaite du premier coup, c'est pas grave, c'est un apprentissage. La fois d'après, tu sais mieux comment te préparer. Puis il y a des événements qui vont être plus stressants, d'autres événements qui vont être moins stressants. Je me souviens, autant le concours du Canada, niveau... stress et expérience agréable, c'était quand même dans ma zone de confort. Là, ça allait quand même bien. Mais je me souviens, mettons, la finale du concours OSM à la Maison symphonique, ça, c'était une décharge électrique de stress. Là. Je veux dire, je me suis jamais sentie comme ça. Puis j'étais prête, là, c'était la 3e fois que je jouais ce concerto. Je jouais le 2e concerto de Rachmaninoff. C'était la 3e fois que je jouais ce concerto-là en concours. Mais le niveau d'énergie que ça me prenait, ça a été physique, là, tu sais, je veux dire, je me sentais vraiment comme si on m'avait branché sur une prise électrique de je sais pas combien de watts. Avec l'OSM, c'était RAC 2, me semble. C'était pas avec orchestre dans ce temps-là, mais c'était avec 2 pianos. C'était à 2 pianos. Ouais, aujourd'hui, les finales, c'est avec orchestre. Là. Je suis arrivée juste un peu trop tôt pour ça. Mais... non, mais juste le stress d'être dans une super grande salle, c'est vraiment pas les mêmes repères, là, jouer dans une salle aussi grande à la Maison symphonique que dans ce qu'on est habitué de jouer, là. Fait que j'avais passé au travers, mais je me souviens là, qu'après ça, je suis allée me cacher dans ma loge, j'étais en petite boule, j'avais plus envie de sortir de là, c'était traumatisant. Je me réécoute aujourd'hui, puis je me dis, OK, mais c'était quand même pas si pire, là. J'ai quand même bien réussi, mais tu sais, selon mon expérience, là, ça avait été extrêmement stressant, là. J'avais l'impression d'avoir eu aucun contrôle sur ce que je faisais, puis
En tout cas, fait que ça dépend. Il y a des expériences plus faciles, des expériences plus difficiles, mais tu sais, après ces faut le voir comme expériences-là... un... Oui. Ouais, après ces expériences-là, tu sais, impressionnantes, tu sais, après... Les autres que tu as fait après, j'imagine, ça devait être moins la fin du monde aussi. Tu sais, il y a comme quelque chose que tu viens briser, là. Ouais. Je sais pas, après, ce qui est venu après OSM, ben c'est ça, il y a eu Prix d'Europe. C'est sûr, c'était pas dans la maison symphonique, là. Mais mettons Olga Kern, j'imagine que ça a comme... c'est comme désensibiliser un petit peu, peut-être, ces genres d'expériences. T'as raison, mais... Après coup, je dirais surtout que tu sais à quoi t'attendre et tu te prépares en conséquence. Tu sais, Olga Kern, je m'étais dit, ça va être ultra stressant. Tu sais, c'est sûr, c'est live stream, c'est un concours international, on a été sélectionnés pour se rendre là. Ouais. Puis j'ai énormément misé sur ma préparation à la performance. Puis je pense que mon objectif avant tout, c'était de bien gérer mon stress, de rester en contrôle de ce que je faisais. Puis, tu sais, même si je me suis pas rendue en finale, là, j'ai fait juste une épreuve, mais j'étais vraiment satisfaite de comment j'avais géré mon stress puis ma concentration. Tu sais, j'ai pas décroché à aucun moment. C'est difficile quand on joue pendant un récital puis que chaque note compte, là, à ce point-là. Là. De pas décrocher, tu sais, de pas se dire « OK, ça va bien. » Le moment où ce que tu lâches l'attention, c'est là où ce que... Justement, ça peut être une distraction qui ouvre la porte à un imprévu. Puis j'étais comme vraiment restée focus. Et je pense vraiment que j'ai donné mon maximum là, en termes de performance, tout en restant aussi dans l'expressivité, dans l'imagination, dans la créativité, tu sais, de faire transparaître la personnalité que tu es. Puis c'est ça qui est dur aussi dans un concours, c'est que faut que tu sois toi-même. Après ça, ben c'est peut-être pas ça qui est recherché, tu sais, mais il faut quand même prendre le... De le faire dans l'optique de le faire pour soi, au final, tu sais. Oui, pour nous tenter ça. Des choses, nous, comme s'améliorer en situation de stress, tu sais, et non le faire, tu sais, comme une course d'auto, est-ce qu'il faut finir premier, tu sais, absolument. Ben non, pas du tout. Ouais. Puis tu sais, surtout que... En étant soi-même, ça va plaire à certaines personnes et ça va déplaire à d'autres, mais il faut prendre ce risque-là, puis se mettre un petit peu vulnérable en étant le plus prêt mentalement possible. Oui, c'est ça. Donc, de rester soi-même, bon, ça peut être risqué, mais en même temps, c'est vraiment la seule façon de vraiment montrer ce qu'on peut, ce qu'on a dans le ventre un peu, puis comment on peut se différencier d'une autre interprétation, puis c'est quoi notre vision à nous. Tu sais, bon, c'est pas obligé de sortir vraiment des cadres, là, mettons comme Glenn Gould pouvait le faire, mais je pense que, tu sais, juste en restant soi-même, automatiquement, l'interprétation qu'on donne est unique, là. Exactement. Puis, comme tu disais tout à l'heure, un concours, c'est pas une course d'auto. Fait que c'est de performer le mieux possible, mais tout en faisant un peu fi de ce que les autres font, tu sais, en étant un petit peu aveugle sur la comparaison, là, tu sais, mais de vraiment se dépasser soi-même puis de rendre sa vision le mieux possible. Ce qui est difficile peut-être dans la musique classique pour les gens peut-être qui commencent ou les plus jeunes, puis certains de mes étudiants parfois, c'est qu'il y a énormément de règles. C'est sûr que c'est très... Il y a une tradition super longue, il y a un style qu'il faut connaître, qu'il faut respecter. Il y a plusieurs, tu sais, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir faire, puis on n'a pas des fois beaucoup de marge d'erreur. Mais à l'intérieur de toutes ces règles-là, il faut s'exprimer. Il faut qu'il se dégage une impression de liberté. Puis, il ne faut pas que ce soit par mimétisme. Il ne faut pas copier quelque chose qu'on a entendu ailleurs, mais qu'on ne ressent pas. Il faut que ce soit vraiment toi, le musicien, toi, l'artiste qui parle, en autant que ces règles-là sont intégrées. Mais intégrées au point où on n'a plus besoin d'y penser. Fait que c'est ça qui est comme le point de vue dangereux. Puis moi, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui a assez de... Je veux dire, je suis une petite fille obéissante. Là. J'ai quelqu'un qui a assez de facilité à suivre les règles. Même si je vois pas les choses tout le temps de la même façon que les autres. Là, je considère pas non plus que j'ai une pensée conventionnelle, mais je mets beaucoup d'efforts à respecter le cadre qui est autour de moi. Puis mettons, pour t'inspirer justement cette recherche-là, quand tu joues, je sais pas moi, si tu joues du Clara Schumann ou tu joues du Saint-Saëns ou Ravel, comment tu vas t'inspirer? Comment tu fais tes recherches? Est-ce que tu vas lire sur les compositeurs? Est-ce que tu vas... c'est ça.
Qu'est-ce que tu fais? C'est intéressant comme question parce que là, tu as cité plusieurs exemples, puis c'est toujours différent. Dans le cas de Ravel, là, les enregistrements vraiment excellents de Ravel, là, mettons juste pour nommer, moi, il y a André Laplante, puis Bertrand Chamaillou, ces enregistrements, c'est incroyable, là, comme la qualité, l'imagination, comment ils ont poussé vraiment loin. C'est du répertoire qui a été tellement joué par tellement de grands pianistes que là, on peut dire l'accumulation de connaissances puis d'imagination là-dessus est énorme. Fait que là, il y a de quoi s'inspirer là, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que d'écouter des versions, là, justement, pour des fois entendre quelque chose différemment de ce qu'on aurait, de ce qui aurait été notre première idée, moi, je trouve ça extrêmement important. Dans le cas de Clara Schumann, par exemple, il y en a de plus en plus, mais pas tant que ça. Puis il y a certaines œuvres que j'ai montées, pour lesquelles il existait un enregistrement ou deux, puis c'était tout. Puis souvent, c'était pas à mon goût. Là. Ce que j'entendais, je me disais, il me semble que c'est pas comme ça que je le jouerais, mais là, après ça, faut... Ben moi, je suis une très grande partisane d'aller rechercher dans la partition, là, un peu comme un archéologue ferait, là, tous les indices que le compositeur ou la compositrice peut avoir laissés pour voir comment est-ce qu'on peut interpréter ça puis donner du sens, rendre ça vivant. Là, comme la comparaison est facile, là, mais comme un acteur au théâtre, là, finalement. Puis, bien, évidemment, mettons, dans un projet comme Clara Schumann, ou en tout cas mon projet Schumann, là, que j'ai fait récemment, j'ai fait énormément de lectures. J'ai écouté, mettons, dans le cas de Schumann, j'ai écouté beaucoup de musique qui n'était pas de la musique pour piano. Tu sais, vraiment, pour... Ce que j'ai fait, en fait, pendant la pandémie, là, parce qu'on avait beaucoup de temps, je vais faire une grosse parenthèse, là, mais ça va revenir un petit peu à ta question là, sur la démarche d'interprète, dans le fond, là. Au début de la pandémie, j'habitais dans un appartement à Montréal, j'avais mon piano, puis là, tout à coup, mes voisins étaient en télétravail, là, fait que c'est sûr que si je pratiquais à mon rythme habituel, j'allais les rendre fous, là. Fait que j'ai pris une petite pause quand même, puis, tu sais, je veux dire, tous les concerts étaient annulés, puis j'ai appris à tricoter. Que ça a fait du bien d'apprendre quelque chose de complètement différent, là. Tu sais, entre la préparation à des concours internationaux puis le tricot, là, il y a comme un monde, mais ça m'a vraiment fait du bien, là, puis ça m'a reconnecté à une partie de moi qui existait à travers tout ça. Puis c'est à ce moment-là aussi là, que je lisais la biographie de Schumann, la biographie de Clara Schumann, ces différentes sources. Puis, tu sais, j'avais vraiment fait une espèce de routine, là, que je lisais un chapitre sur telle époque de sa vie. Puis là, j'écoutais les œuvres qu'il avait composées à cette époque-là. Puis tu sais, dans le cas de Schumann, ce qu'il a écrit quand il avait la vingtaine versus quand il était juste avant de mourir, par exemple, là, ça n'a rien à voir. Là. Son style a énormément évolué. Il n'y a pas grand-chose en commun entre le carnaval puis les chants de l'aube, là, par exemple. C'est son opus 9 puis son opus 133. Puis ça se reflète aussi, tu sais, il y a eu des périodes où il a écrit beaucoup de lieder, où il a écrit beaucoup de musique pour orchestre, des symphonies, de la musique de chambre. Puis il y a comme une espèce d'esprit ou de caractère qui est vraiment propre à chaque époque de sa vie. Puis quand tu es capable de lire aussi, puis de t'imaginer qu'est-ce qu'il vivait à cette époque-là en même temps, ça apporte vraiment une lumière là-dessus. Puis Clara Schumann, la même chose. Ce qu'elle écrivait quand c'était une petite fille de 14 ans, par exemple, les valses romantiques que j'ai enregistrées, elle avait 14 ans, puis c'est l'enfant qui était, tu sais, c'était l'enfant prodige, son père la faisait jouer en concert partout. Elle aimait ça, que le public l'aime, puis elle savait qu'elle avait un talent incroyable, puis elle aimait l'effet qu'elle faisait sur les gens. Puis c'est normal pour une petite fille de 14 ans d'avoir cette espèce de petite fierté-là, puis de petites coquetteries, puis c'est des beaux sentiments qui se transparaissent dans sa musique. Versus les dernières romances qu'elle écrit juste avant la mort de Robert Schumann, au moment où elle avait rencontré Brahms, puis qu'elle dédiait ces romances-là à Brahms, la douleur qu'elle avait parce qu'elle savait que son mari était était interné, dans le fond, là, dans un institut psychiatrique. L'espèce de profondeur qu'il y avait là-dedans, l'amertume, ça prend tout un autre sens. Fait que oui, le contexte dans lequel le compositeur a écrit ses œuvres vient vraiment nous informer sur la façon d'interpréter. Puis quand on n'a pas accès à beaucoup d'enregistrements, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est extrêmement
utile dans une démarche d'interprète, de pouvoir faire ça. Je m'étais intéressé un peu à Brahms pendant ma maîtrise parce que j'avais joué à mon concours la 3e sonate, puis j'avais lu des choses, justement, que Clara Schumann avait vraiment une influence. Bon, il y avait une liaison entre les deux qui n'a jamais été très claire au final, mais elle lui disait, je sais plus, je pense que c'était son quintet de Brahms, qu'elle a dit que ça sonnerait mieux, je pense, je sais plus, de le mettre à 2 pianos ou de le mettre en quintet, là. En tout cas, elle avait une influence sur lui, elle le guidait dans ses choix artistiques. Donc, non, c'est des trucs quand même super, super intéressants. En tout cas, surtout pour Clara, là, parce que justement, vu qu'il n'y a pas énormément d'enregistrements, on espère que ça va. Ben là, il doit en avoir déjà plus qu'avant, mais ça va aller s'améliorer. En fait, pour les compositrices, en général, je remarque qu'il y a beaucoup de sorties d'albums 2021, 2022. C'est vraiment dans l'air du temps, là, puis c'est une bonne chose parce que c'est du répertoire qu'il faut qu'on connaisse, parce qu'il y a vraiment des perles à ce point de vue-là. On va écouter... mon autre dada. On va écouter, parce que là, tantôt, j'ai parlé du concours. On va juste revenir au concours de OSM à Lévis, la demi-finale. Donc, clavier stuc de Brahms. C'est le numéro 7, l'intermezzo. Donc, on va écouter, je pense que c'est 2-3 minutes. Et vraiment, ça fait penser à un des nocturnes de Chopin, le début, le départ. Là. Fait que, en tout cas, on va écouter ça. Parfait. Voilà, ouais. Vraiment, morceau magnifique, là. Beaucoup d'intermezzo de Brahms qui sont magnifiques, là, mais en tout cas, celui-là, il y a une coche, une petite coche, là. Vraiment. Ouais.
Puis l'opus 76, c'est pas celui qui est le plus souvent joué aussi. Il est un peu plus obscur. Puis, hey, ça me rappelle plein de souvenirs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça. Ouais, 2015. Oui, c'est ça, ça date de 2015. Ah, mais ça, c'est vraiment une pièce qui est chère à mon cœur. L'opus 76 de Brahms, je l'ai beaucoup travaillé avec les deux professeurs qui ont été importants dans mon parcours aux études supérieures, là, avec Jean puis avec Dominique. Les deux sont vraiment des spécialistes du romantisme allemand. Là, je me souviens qu'on avait été vraiment loin là, dans la conception puis dans le détail, autant avec Jean qu'avec Dominique Weber. Puis celui-là en particulier, ce que j'aime de ce qu'il... peut-être un petit code, là, parce qu'il y avait beaucoup à cette époque-là de codes qui étaient mis dans la musique, tu sais, puis ça, c'est pas juste à cette époque-là, là, mais tu sais, des jeux sur des noms, ce genre de choses-là. Puis c'est quelque chose que Schumann faisait beaucoup, que Brahms aussi faisait beaucoup. Tu sais, ils ont collaboré les deux à la sonate FAE, là, qui était Frei, Aber, Libre Einsam. C'est ça, exact. Puis là-dedans, je sais pas si c'est très différent, là, mais la fin de l'introduction, ça finit avec le Do, Si, La, qui est... Est-ce que ça dit quelque chose? C'est complètement différent là, dans le contexte. Le concerto de Schumann, genre? Exact. C'est la phrase d'introduction du concerto de Schumann. Puis ces lettres-là, C, H, A. Fait que C, Do. H en allemand, c'est le Si bécard, puis le A. OK? C'était le code pour Clara, ou Chiarina, qui était son surnom là, que Schumann lui donnait, là, par exemple, dans le Carnaval. Puis c'était comme une espèce d'appel ou de chant d'amour à Clara. Puis c'est vraiment dans une autre perspective qu'on le retrouve dans cet intermezzo-là de Brahms. Mais quand on fait la mise en parallèle, puis qu'on voit l'espèce de douleur, l'espèce de... Tu sais, il y a beaucoup de solitude aussi, il y a beaucoup de regrets, il y a énormément de... Puis après ça, on peut extrapoler, là, notre imagination peut prendre son envol, là, mais il y a quelque chose une espèce de déclaration d'amour un peu douloureuse dans cette phrase-là, puis là, tu pars avec cette idée-là, puis ça peut t'inspirer pour l'intermédiaire au grand complet, là. Mais ça, c'est le genre de petits bijoux cachés, des fois, dans les partitions que je trouve incroyables. Ouais. Je sais pas s'il y a ça. Moi, je travaille Pierné, là, je sais pas. Oui, j'ai pas trouvé... Des fois, je vois un peu la Marseillaise, mais tu sais, c'est plus des emprunts musicales, là. Il y a quelque chose... Écoute, récemment, je cherche du nouveau répertoire pour mes élèves, puis j'ai failli donner La Tarentelle de Pierné à une de mes élèves. Elle hésitait entre des pièces de Sibelius, puis ça. Mais je me dis, j'ai vraiment l'intention d'enseigner ça très bientôt. Puis, mais il semble qu'il y a une chanson... Il y a une chanson folklorique là-dedans, non? Dans La Tarentelle? Oui, c'est c'est le chant c'est une chanson napolitaine. C'est ça. Funiculi, funiculaire. Funiculi, funiculaire, c'est ça. Ouais, ça avait été écrit justement par... il y avait l'inauguration du funiculaire de Vésuve et il avait composé une pièce pour ça. Mais c'est pas Pierné, là, je sais plus... c'est Denza, Luigi Denza. Et Pierné, c'est ça, quand il est allé à Rome, à la Villa Médicis, il est tombé sur cette partition-là. Comme par hasard, je pense qu'il devait l'envoyer à quelqu'un, puis il a décidé de la mettre dans sa pièce. Ouais. Mais c'est vrai qu'on arrive là, tout le monde dans l'audience comme connaissent la pièce. Se reconnaissent, c'est ça, exact. Oui, j'aimerais ça peut-être parce que bon, tantôt on en a parlé un peu avant l'entrevue de l'enseignement. Je pense que c'est quelque chose quand même que tu fais, que tu as toujours fait en parallèle de ta carrière de soliste très active. Tu t'as enseigné, on s'était croisé un peu à Vincent d'Indy, j'avais enseigné un petit peu là aussi. Après, bon, t'as enseigné à l'École des jeunes de l'Université de Montréal, t'es chargé de cours je sais pas si tu es encore chargé de cours à l'UDM. Puis cette année, c'était ma dernière année, okay. C'était l'année dernière, oui. Ah, c'est ça. Puis là t'es rendu professeur de piano à Trois-Rivières. Exact. Comment, dans le fond, est-ce que l'enseignement, c'est vraiment quelque chose de la pédagogie, ça faisait partie de toi à la base, puis... est-ce que ça nourrit ton activité d'interprète et vice-versa? Est-ce que ton activité
interprète nourrit aussi ta pédagogie? Si oui, développée. Ben oui, bien sûr, bien sûr. L'enseignement de la musique, du piano, ça a toujours été clair pour moi que ça allait être central dans ma carrière. Écoute, c'est drôle parce que ce matin, ma mère m'a envoyé un texto avec une question là, vraiment... par rapport, là, elle m'a demandé « À quel âge as-tu commencé à enseigner aux petits voisins quand tu étais jeune? » Puis là, j'ai dit « Ben, je pense que j'avais 13 ans. » Mon premier petit élève, là, on s'entend, il y avait un petit piano électrique qui venait chez nous, j'ai enseigné le Dozen des Roses. C'était ça. Ouais. Mais j'avais 13 ans. Puis après ça, j'ai eu une autre élève qui était un petit peu plus sérieuse là, quand j'ai eu 15 ans. Fait qu'elle m'a dit « Donc, cette année, ça va faire 20 ans que tu enseignes. » Puis j'étais comme « Ben voyons donc, j'avais pas réalisé, là, parce que c'était 2003. Puis là, cette année, je vais avoir 33 ans, on est en 2023. Fait que... On s'entend, là, c'était des premiers pas là, en enseignement, mais oui, ça a toujours fait partie de moi. Toute mon adolescence, j'avais des élèves chez moi la fin de semaine. J'ai enseigné, la première fois, c'était au camp musical de l'École des jeunes. J'ai enseigné le piano. J'étais animatrice aussi là, quand j'avais 18 ans. Puis j'ai, pendant tout mon baccalauréat, enseigné à l'École des jeunes. Puis là, ça a été vraiment comme une bonne formation là, pour développer. Je me suis penchée aussi, là, il me semble qu'il n'y a aucune méthode qui est parfaite pour les tout-petits. Fait que j'ai collaboré quand même un peu à l'élaboration de la méthode pour les tout débutants là, à ce moment-là. OK. C'est quoi c'est édité, genre? C'est la méthode de l'École des jeunes. C'est pour... je sais pas, j'imagine qu'ils l'utilisent encore, là, mais dans ce temps-là, ça s'appelait les jeunes aventuriers. Puis c'est quand ils découvrent, quand ils choisissent que l'instrument qu'ils veulent faire, c'est le piano, puis qu'est-ce qu'on fait pour aborder les premières notions, le clavier, les touches noires, les touches blanches, ça monte, ça descend, les hauteurs, les noms de la gamme, les premières petites chansons, comment on peut arriver à visualiser ça, mais j'avais participé avec eux. Puis, je me rappelle, c'était Rachel Aucoin aussi, qui est une pianiste et pédagogue, qui fait aussi beaucoup de musique trad, qui avait fait la méthode pour mettons, le niveau préparatoire là, à l'École des jeunes. Fait que, tu sais, c'est tous des outils dont je me sers, je me sers peut-être plus autant au quotidien, parce que j'ai des élèves de ce niveau-là, j'en ai plus en ce moment, mais, tu sais, qui sont... Mettons que mes élèves disent, je veux commencer à enseigner, là, j'ai dit, attends, je vais te sortir mes papiers, puis j'ai plein de choses à leur partager. Puis oui, après ça, j'ai enseigné à Vincent Dindy. Tu sais, Vincent Dindy, c'est retour aux sources, hein, parce que moi, j'ai tout fait comme toi, là, j'ai tout fait mes examens de Vincent Dindy quand j'étais jeune. J'ai appris avec la méthode de Vincent Dindy, tu sais, qui était la version 1992 quand j'étais petite. Fait qui était très, très chargée en gamme et arpège. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, mais j'ai enseigné au programme musique-études au secondaire. Puis l'équipe est vraiment formidable aussi à Vincent Dindy. J'ai adoré l'équipe à l'École des jeunes, j'ai adoré l'équipe à Vincent Dindy. Ils font vraiment un travail fantastique. Puis Julio Gonzalo, là, qui est comme le directeur adjoint, qui est très, très proactif là, dans le développement des nouvelles méthodes. Puis, tu sais, j'étais vraiment chanceuse parce que vers la fin, il y a eu un renouvellement du programme, puis ils ont fait appel à quelques professeurs volontaires, tu sais, pour participer à la réflexion sur la refonte du programme. Puis j'ai été sur ces comités-là. Puis c'est vraiment des réflexions, tu sais, quand tu te parles entre plusieurs profs de piano, là, c'est vraiment des réflexions intéressantes. C'est qu'est-ce qu'on évalue, effectivement, qu'est-ce qu'on évalue dans le fond, qu'est-ce qui compte le plus, comment est-ce qu'on devrait définir notre grille d'évaluation. Fait que c'est quelque chose auquel j'ai vraiment aimé participer. Puis avec une de mes collègues aussi, Magda Buchanan, qui est aujourd'hui professeure au Conservatoire du Saguenay, on a aussi, là, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, on a aussi ajouté au programme une centaine d'œuvres là, par des compositrices. Des partitions là, que David Côté, qui est espèce de musicothécaire là, à la coop de Vincent Dindy, qui nous a aidé à commander des partitions qui étaient difficiles à trouver des fois, mais pour justement rendre ça plus accessible pour les jeunes. On a fait une présentation là-dessus. C'était en septembre, je ne sais plus, c'était septembre... 2021. Oui, puis vous allez en refaire une autre, me semble, à la Salle Bourgie en mois de mai. Exact, c'est ça. On refait ça à la Salle Bourgie au mois de mai. Un petit peu différent parce que là, c'est en lien avec l'exposition Le design au féminin du Musée des Beaux-Arts. Fait qu'on on se concentre un peu, le design, c'est
un art d'intérieur. Fait que là, on voulait prendre un peu le point de vue du salon, tu sais, dans comme endroit où les compositrices ont pu s'exprimer. Mais oui, on part un petit peu du travail de recherche qu'on a fait pour le programme de Vincent Nindy. Fait que c'est ça, à chaque fois, j'ai vraiment aimé m'impliquer aussi, tu sais, pas juste enseigner de façon complémentaire pour gagner un revenu d'appoint. Pour moi, ça n'a jamais été ça. Là. Pour moi, ça a vraiment été c'est quelque chose dans lequel je veux m'engager puis qui est aussi important, au moins aussi important que ma carrière de pianiste. Puis au Conservatoire de Trois-Rivières, mais je sens que je peux vraiment bâtir là-dessus. Là. Puis c'est sûr qu'après, d'enseigner comme chargée de cours, là, c'est une expérience vraiment, vraiment formatrice parce que là, c'est des étudiants qui ont beaucoup de talent, qui arrivent avec du répertoire difficile. Faut se préparer pour ces cours-là, là, quand même. Puis, moi, je pense... C'était chargé de cours comme prof de piano en interprétation. Oui, okay. C'est ça. Il y avait beaucoup de partage, là. Souvent, c'était un élève qui avait Jean Saunier à 50%, puis moi ou Justine Pelletier ou Philippe Verdugo à 50%. Okay. Mais j'ai appris énormément, là, c'était vraiment génial. Puis, je retiens beaucoup de cette expérience-là. Puis, je pense que c'est ce qui me permet de sentir qu'aujourd'hui, mettons, au Conservatoire de Trois-Rivières, la particularité des conservatoires, puis toi, tu as étudié au Conservatoire de Montréal, c'est qu'on peut avoir des enfants de 10-11 ans, comme on peut avoir quelqu'un qui décide de faire sa maîtrise au Conservatoire. Fait que faut vraiment avoir de l'expérience à tous ces multiples niveaux-là. Là. Puis, j'ai été chanceuse parce que tous les milieux d'enseignement que j'ai fréquentés puis dans lesquels j'ai eu des expériences m'ont vraiment préparée pour ça aujourd'hui. Puis, pour vrai, ça me passionne. Je veux dire, là, c'est juste la 2e année que je suis ici, mais je sens déjà que je construis quelque chose avec ma classe, puis je vois là, un peu le projet sur plusieurs années là, que je veux arriver à implanter puis à développer mon expérience de prof. Puis c'est vraiment un métier que j'adore, là, vraiment. De préparer les élèves pour les récitals, puis qu'ils se sentent... il y a la préparation, c'est sûr que... la préparation d'apprendre les œuvres, mais aussi d'apprivoiser la scène, qu'ils se sentent bien quand c'est rendu là, qu'ils se sentent en confiance. C'est une grosse responsabilité aussi. Oui. L'élève, il a sa responsabilité, mais le professeur aussi de bien le guider, d'être bienveillant aussi, là, pour pas qu'il soit trop angoissé au niveau quand il va être rentré au concert de fin d'année. Là. Non, c'est ça, de leur donner des expériences positives, là, puis d'arriver à se sentir autonome là-dedans aussi, là, d'avoir leur propre feedback, puis un peu comme on discutait tantôt par rapport au concours, de le voir chaque fois comme une expérience. Fait que non, c'est un beau... ça aussi, c'est un beau laboratoire, puis c'est un bel apprentissage, autant pour eux que pour moi, là. Ouais. On va écouter une deuxième... en fait, 2 pièces. Ça va être la fin d'une pièce de Schumann, qui est la fin du Carnaval, opus 9. Et on va écouter le début de la première romance, des 3 romances opus 11 de Clara Schumann. Oui. OK.
Voilà. Donc, Robert et sa femme. Robert et Clara, oui. Voilà. Oui, en fait, tu as fait une série de concerts à la Chapelle série du Bon Pasteur. C'est pas encore terminé, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est une série de 5 concerts portant sur l'univers Schumann. Peux-tu nous en parler? Parce que je pense que le prochain, c'est le 14 mai. Oui, le 4e. Exactement. Oui. Ce projet-là, c'est venu d'où de faire comme... c'est ça, là, tout ce répertoire-là sur 5 concerts. C'est quand même un projet ambitieux. Là. Oui. Je dirais que peut-être après la fin de mon doctorat, quand je me suis mis, puis que là, je savais que l'étape des concours était terminée, là. Fait quand j'ai vu le cap du 30 ans arriver, je me suis dit maintenant que je suis passée par là, puis que j'ai appris beaucoup, qu'est-ce que je veux faire qui me ressemble vraiment, puis qui me tient vraiment à cœur. Puis Schumann, depuis les débuts, là, depuis mes premières expériences, mettons au début de mes études universitaires, on va dire, là, ça a toujours été un des compositeurs desquels je me suis sentie le plus proche. Puis j'en ai quand même beaucoup travaillé, là, autant avec Jean qu'avec Dominique Weber aussi. Puis je me disais, si j'ai un projet porteur que je veux faire, dans lequel je vais sentir que ça me ressemble vraiment, bien, ça serait celui-là. Puis plus je lisais sur Schumann, plus je me disais qu'on ne peut pas parler de Schumann sans parler de Clara. Puis plus là, je me suis mis à écouter toutes les œuvres de Clara Schumann, qui étaient jusqu'à tout récemment pas très enregistrées. Là. Je peux dire que de tout mon parcours universitaire, mettons que c'est fini en 2018, là, pas une fois, à moins que ça m'ait échappé, là, mais pas une fois, dans aucune école, j'ai vu quelqu'un programmer du Clara Schumann à aucun récital. Pas un seul concours dans lequel j'ai participé, j'ai vu quelqu'un programmer du Clara Schumann. Puis c'est un peu vrai presque de toutes les compositrices. Là. Fait que je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un manque à combler, là, il y a quelque chose à aller chercher. Puis j'ai toujours pensé, peut-être par ignorance ou parce que je prenais un peu ce qu'on m'avait dit pour acquis, que c'était de la musique qui avait peut-être une valeur historique, mais pas vraiment de valeur musicale, que c'était intéressant parce qu'elle elle a été un personnage important aux côtés de Schumann et de Brahms, mais que, par exemple, elle a écrit des variations sur un thème de Robert Schumann, puis Brahms aussi a écrit des variations sur un thème de Robert Schumann. Puis je pense que dans le milieu des pianistes, peut-être d'une autre génération, c'est généralement l'idée que les variations de Brahms sont de loin supérieures. C'est comme s'il fallait absolument mettre une hiérarchie là, à quel point la musique a une valeur ou pas. Alors que c'est de la musique qui a extrêmement beaucoup de valeur, beaucoup de richesse, beaucoup de trésors à découvrir, puis que justement, parce qu'elle a peut-être pas tant été enregistrée, il y a peut-être encore du travail à faire d'aller chercher loin dans cette interprétation-là. Puis je me suis dit, je veux que dans chaque concert, il y ait autant de place à Robert Schumann qu'à Clara Schumann. Oui. Puis c'est ça qu'Elisabeth Pion, qui est venue à l'émission aussi, elle disait que elle défend aussi beaucoup la musique de compositrices femmes, mais qu'en même temps, il ne fallait pas juste faire des concerts de compositrices femmes parce que c'est des femmes, mais surtout parce que leur musique est de qualité. Puis, tu sais, comme chez tous les compositeurs, c'est pas toutes leurs œuvres qui sont égales, mettons, qui méritent de l'intérêt. Puis, parce qu'elle dit, c'est juste à faire des trucs, mettons, tu sais, un disque juste de compositrices femmes ou des événements juste compositrices femmes, ça les isole encore un petit peu. Tu sais, que justement, au lieu de faire ça, mais de les insérer dans les programmes conventionnels, tu sais, on met du Beethoven, du Schumann, du Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, par exemple. Tu sais, qui fait juste que, non, là, c'est aussi bon. C'est pas juste, elle disait des curiosités, là. Puis je trouvais ça intéressant aussi. Puis tu sais, comme sur ton disque aussi, tu mets pas juste un disque de Clara Schumann, tu mets aussi les œuvres plus connues là, de Robert, son mari. Ben oui. Puis je pense pour moi aussi, l'idée derrière ce disque-là, c'était aussi de faire quelque chose que j'avais beaucoup travaillé depuis longtemps, puis mijoté, puis qui était ma marque, puis de mettre un petit peu de nouveau, là. Fait que c'était à la fois, oui, pour jouer de la musique un peu plus standard, là, si on veut, puis, tu sais, le carnaval, là, je pense que c'est la réputation n'est plus à faire de cette pièce-là.
puis de la musique de Clara Schumann, mais c'était aussi pour moi comme pianiste de faire comme de la musique que j'ai travaillé beaucoup pendant mon parcours, puis de la musique nouvelle, de la musique qui est comme fraîche un peu dans mon inspiration. Puis oui, je suis tout à fait d'accord avec la discussion que tu as eue avec Elisabeth. C'est ça qu'on vise dans le fond, là. C'est qu'un jour on aimerait ça que plus personne s'étonne que dans un programme de piano, il y ait autant une œuvre d'un compositeur qu'une œuvre d'une compositrice. Puis pour en arriver là, moi, je pense que ça prend du travail d'éducation. Puis, c'est ça. Je fais ma part par mes concerts, les conférences, puis avec mes élèves aussi. Là, à chacun de mes concerts de classe, il y a de la musique par des compositrices. Là. Moi, c'est ça. Moi, c'est à une autre échelle parce que je défends la musique d'un homme, là, mais, de Pierre Ney. Mais comme je fais beaucoup de concerts, conférences Pierre Ney, tout ça, j'ai fait un album juste Pierre Ney. Puis les gens sont curieux, sont intéressés. Mais j'ai hâte, mettons, qu'un pianiste comme Louis Lortie ou n'importe quel autre pianiste joue des œuvres du répertoire et mettre les variations, par exemple, au programme. Je pense que c'est là vraiment que le compositeur va être... plus respecté, plus joué, plus mis en valeur que juste faire des... Parce que, à un moment donné, c'est ça, des compositeurs, il y en a tellement beaucoup. On peut commencer à faire des recherches plus poussées, là, un peu comme je fais sur Pierre Ney. Mais en tout cas, ça prend des gens comme toi qui vont vraiment se pencher sur un compositeur ou une compositrice qui a été un peu négligée par le passé. Puis oui, je pense qu'on... Mathieu aussi. Auguste Descaries aussi, Isabelle David, le travail qu'elle a fait, c'est vraiment formidable. Puis je pense qu'on se dirige vers là. Je pense que les mentalités évoluent aussi, puis qu'on est moins dans répéter toujours les grands classiques que tout le monde connaît par cœur, puis d'aller un petit peu chercher, puis tout le monde va y trouver son compte à un moment donné. Là. Puis c'est ça, la richesse de la culture, la richesse de tout ce qu'on a, c'est de pouvoir faire découvrir quelque chose qui va peut-être venir toucher quelqu'un qui n'aurait pas été touché par la 5e symphonie de Beethoven, par exemple. Ouais. Oui, alors, Jeanne, en fait, on vient de parler de Reconnaissance, ton premier album solo, parce que ça avait fait aussi un album avec un bassoniste, Michel Bété, je pense, Béthez, je ne sais plus comment on dit. Oui. Et bon, là c'était en 2017-2021, tu as fait ton disque solo. En terminant, j'aimerais juste que tu me parles de tes projets que tu as cette année, en 2023. Et... peut-être un petit mot avant d'aller dans tes projets sur quand tu as enregistré ton disque. Peux-tu nous parler un peu du processus créatif derrière ça? Parce que c'est pas juste enregistrer un disque. Bon, oui, c'est un document qu'on peut se référer. Mais en même temps, c'est comme une création de quelque chose, une composition. On revient, on coupe des bouts, on peut ajuster, on peut... faire beaucoup avec la prise de son. Comment t'approches ça? Est-ce que je pense qu'on avait déjà parlé puis que c'est pas mal toi qui réalisais à mesure. Oui, exactement. Ça a été toute une aventure, ce disque-là, parce que justement, c'était une autoproduction. Puis, j'ai été soutenue par le Conseil des arts du Canada, mais comme je l'ai su après que le disque soit enregistré, fait que je m'étais un peu, j'avais fait mon budget pour quand même être capable d'arriver à le produire moi-même, là, parce que produire un disque, c'est une dépense, c'est pas un investissement. On va pas faire de revenus avec ça dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Là, les ventes de disques, c'est plus comme ça qu'un artiste gagne sa vie. Non. Donc, c'est plus une façon de faire une carte de visite, justement, puis un projet pour faire un peu prendre une photo d'où est-ce qu'on est rendu dans notre parcours d'artiste. Puis, ce que j'ai vraiment trouvé... agréable dans le processus, c'est que je me suis entourée de gens qui étaient très proches de moi. C'est mon père qui a fait la prise de son. Puis ça, c'est un projet qu'on mijotait depuis longtemps. Là. Et comme j'en parlais au début de l'entrevue avec toi, mon père, c'est un mélomane. Puis non seulement il adore la musique puis les instruments, mais aussi le son, l'enregistrement. Il s'est toujours passionné pour ça. Il a un diplôme en électronique, mais il a appliqué ça, ces connaissances-là, beaucoup à la prise de son, puis comment ça fonctionne. Il s'est toujours vraiment intéressé à l'équipement, puis aux méthodes. Donc, je me suis dit, c'est sûr que ce qu'il va faire, ce ne sera pas conventionnel. Là. C'est pas...
on arrive dans une maison de disques, puis là, on a exactement le même son que la plupart des gens qui ont enregistré dans cette maison de disques-là. Mais j'avais envie, justement, autant mon projet était personnel, autant je voulais que ce soit personnel avec lui, fait que dans la qualité sonore. Puis j'ai eu beaucoup d'aide d'une de mes sœurs, puis de son mari, qui sont 2 artistes. Ma sœur est comédienne et entrepreneur, puis son mari est photographe, puis ma sœur m'a beaucoup aidée avec le marketing. Elle avait fait une formation pour le marketing sur les réseaux sociaux, gestion des médias sociaux. C'est son mari qui a fait toutes les photos, le visuel, ma pochette. Fait que j'ai travaillé avec un de mes amis aussi qui est pianiste et musicologue, Victor Lazaroff, qui m'a aidée. Au début, c'était pour la version anglaise de mes notes de programme, mais finalement, j'ai retravaillé mes notes de programme avec lui, puis ça a été vraiment... ça a vraiment amené ça à un autre niveau, là. Fait que c'est autant quelque chose que j'ai pris sur mes épaules tout seul, mais que j'ai été tellement bien entourée, puis des gens qui ont tellement beaucoup donné pour moi que ce projet-là a énormément de valeur aussi... dans mon parcours personnel. Puis, comme tu le disais, ben j'ai tout réalisé moi-même, là. C'est-à-dire, mon père, j'y ai donné les partitions, mais c'est pas lui qui prend des notes, telle mesure, telle chose, tel phrasé, tu sais, c'est... Après ça, c'était à moi là, qu'il fallait que je réécoute tout, que je prenne des notes. J'ai fait un premier montage. C'est Philippe Bouvrette qui s'est occupé là, du mixage, montage, mastering. Là, je l'ai reçu, puis j'étais comme, hey, c'est pas ça pantoute. Je suis pas contente. Je sais pas comment toi, tu l'as vécu pour ton disque, là, mais tu sais, des fois, l'idée que tu te fais de... Tu sais, j'avais enregistré beaucoup de petites parties séparées. Là. C'est le carnaval, les papillons, c'est des petits mouvements. Là. Des fois, 30-45 secondes. Fait comme tu le disais tout à l'heure, c'est moi qui ai fait tout le travail de réalisation. Ça veut dire qu'il fallait que je prenne toutes mes notes, qu'il fallait que je décide mon propre montage, puis... c'est ça, la première version que j'ai donnée à Philippe Bouvrette, qui a été celui qui s'est occupé de montage, mixage, mastering. Bien, j'ai reçu la version qu'il m'a envoyée avec les notes que je lui avais données, puis je me suis dit, hey, c'est pas ça pantoute. En fait, c'est que, puisque la plupart des œuvres, comme les papillons, le carnaval, c'était des petits mouvements, des fois 30-45 secondes, en enregistrant, j'avais pris en note quelle avait été la meilleure fois pour chaque mouvement séparé. Après ça, on fait un collage de tout ça. Mais après, c'est qu'il manque le souffle aussi, là, il manque tout ce qui... Fait que finalement, ma deuxième version, là, il a été super patient parce qu'il a accepté de refaire beaucoup de choses, mais j'ai pris pour la plupart... C'était peut-être des fois imparfait, là, ça demandait plus de petites corrections, mais j'ai pris pour la plupart des longues takes. C'était des extraits de mes run-through, dans le fond. Là, quand j'avais dit, je vais faire une fois le carnaval au complet ou 2 fois le carnaval au complet. Je vais faire 2 fois les papillons au complet. Puis il y a comme une énergie dans cette espèce d'enchaînement live-là qui se passe. Fait que... Oui. Fait que finalement, tu as pris les plus gros bouts, là, ce que je comprends, au lieu... Ouais. Exactement. D'accepter. Est-ce que d'accepter, mettons, des petits accros, des petits trucs, est-ce que c'est quelque chose que... Comme, jusqu'où tu es prête à aller, justement, pour sacrifier la musicalité à ne pas mettre de fausses notes ou décider de laisser une fausse note, mais musicalement, c'est meilleur. Pour un disque, je pense qu'il faut quand même être exigeant là, par rapport à la propreté, entre guillemets. Ouais. Mais tu sais, des fois, c'est juste comme, mettons, on accroche à peine. Tu sais, nous, on l'entend, là, mais comme... Même le réalisateur l'entend. C'est ça. Parce que nous, on était tellement habitués des jouets puis tout ça. Mais je pense, comme tu dis, si tu prends la take qui a été la plus propre, c'est pas tout le temps celle qui va être la plus musicalement intéressante. Fait que oui, c'est vrai, peut-être faut faire des compromis. Puis accepter de prendre quelque chose dans lequel il y a plus de spontanéité puis plus d'élan. Puis faire les corrections qui sont possibles. Puis si c'est pas possible, ben accepter que c'est pas une machine qui joue. Non, super intéressant. Et en terminant, fais juste parler de tes projets que tu as cette année. On est rendu là. Et ce qui s'en vient, tantôt j'en ai parlé un petit peu là, au mois de mai, tu as 2 événements importants. Là, mais sinon, qu'est-ce qui s'en vient? Là? Prochainement? Là, au moment où on se parle, on est en janvier. Ouais. Fait que je me prépare. La semaine prochaine, j'ai un concert dans le cadre des Mélodines de ProMusica. Puis ça, c'est un programme de 4 compositrices françaises. Puis tu sais, souvent, dans mes récitals, là, plutôt que faire un récital un peu conventionnel, là, je préfère la formule du récital causerie un peu. Puis pour moi, de raconter aux gens un peu l'histoire, le background, pour
pour qu'ils apprennent quelque chose, puis qu'en même temps, ils écoutent avec des oreilles un peu plus fraîches. Je trouve ça super intéressant. Fait qu'il y a il y a un aspect aussi, tu sais, c'est pour découvrir ces compositrices françaises-là. Fait que c'est Hélène de Montgeroux, Cécile Chaminade, Mel Bonis et Lily Boulanger. Puis c'est comme... Toutes des Françaises, en fait. Exact, c'est ça, les compositrices françaises. Puis c'est pour raconter un petit peu ces compositrices. C'est ça l'intérêt de faire un programme comme celui-là. Ensuite, au mois de mars, justement, tantôt, on a parlé des prix des concours auxquels j'ai participé. Puis le prix d'Europe, en fait, quand j'ai eu le prix John Newmark, c'était en 2018. Cette année-là, c'est le violoncelliste Dominique Beauséjour-Ostigui qui avait remporté le prix d'Europe. C'était d'ailleurs l'année où on a été ensemble en finale. Ouais. Puis, si tu te souviens, Violaine Melançon était sur notre jury. Oui. C'est ça. Donc, elle avait eu l'idée à ce moment-là, puis là, bon, il y a eu la pandémie, puis toutes sortes de choses, qu'on fasse un concert bénéfice là, pour le prix d'Europe. Puis, c'est cette année que ça se concrétise. Moi, j'avais joué le concerto de Ravel en finale et Dominique avait joué le concerto de Dvorak pour violoncelle. Fait qu'elle a dit pourquoi pas faire le trio de Ravel et le deuxième trio de Dvorak. Fait que c'est du stock. Trio de Ravel, je l'ai jamais joué au complet. Fait que je suis en train de préparer ça là depuis l'automne. Je monte ça et c'est comme monter un concerto. C'est quand même c'est une œuvre de musique de chambre assez exigeante pour le pianiste, mais c'est vraiment le fun. Je me dis que d'avoir la chance de monter ça une fois dans sa vie avec des professionnels, puis de jouer ça à la chapelle historique du Mont-Pasteur, là, dans une super belle salle. C'est vraiment excitant, fait que c'est un beau projet. Puis, après ça, tu l'as mentionné, là, la conférence avec Magda Buchanan suite à notre projet là, sur les compositrices, puis qui va être en lien avec une exposition, le design au féminin, au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ça, ce sera à la salle Bourgie. Puis là, c'est comme vraiment une conférence avec illustration musicale. Là, je veux dire, il y a à part égale un dialogue là, qu'on va parler chacune, puis on va échanger, puis des extraits musicaux, mais plus courts quand même qu'un récital conventionnel. Puis... Magda, elle est pianiste aussi? Oui. Pianiste, professeure de piano, conservatoire de Saguenay. Puis on a étudié en même temps à l'Université de Montréal. Puis, suite à ça, c'est ça, c'est le 4e volet de l'Univers Schumann à la Chapelle historique avec la violoniste Alissa Choi, avec qui j'ai souvent collaboré. Puis, c'est ça, des œuvres de Robert Schumann, Clara Schumann et Joseph Joachim, qui est un compositeur pas très connu non plus, mais qui est une figure importante là, comme violoniste virtuose là, à cette époque-là. C'est comme le cobaye de Brahms là, pour les concertos de violon, pour les œuvres. Puis ils étaient très proches. Là, Brahms et Joachim, ça a été les deux qui ont été visiter Robert Schumann presque à chaque semaine pendant les 2 années où il a été interné. Fait que c'est dans leur vie, là, cette espèce de cercle d'amis-là très proche a beaucoup de signification. Donc, voilà, c'est ce qui s'en vient pour ma saison. C'est une année un peu marathon parce qu'avec le conservatoire, oui, tu as beaucoup d'élèves au conservatoire. Oui, c'est ça. J'ai une classe aux 3/4 complète. Puis, je trouve ça important de m'impliquer beaucoup aussi. Là. Donc, là, ça fait que j'ai dit oui à beaucoup de choses, puis je patine. Fait que je vais arriver à la fin du mois de mai, puis je vais faire « Wow, OK, j'ai passé au travers. » Mais c'est chaque projet, j'ai dit oui parce que ça me tenait vraiment à cœur. Là, et puis on carbure à ça aussi. Ça nous donne la motivation. Ça prend des choses de même, avec des dates précises pour les faire, parce que si comme on attend de juste être prête ou quand ça va notre affaire. C'est vrai que la deadline elle peut être un très bon motivateur. Ouais. En tout cas, merci, Jeanne. Tu as été très généreuse aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de t'avoir là, pour notre 7e épisode. C'est un plaisir partagé. Merci de ton invitation. Puis j'ai hâte de les écouter les 6 précédents. J'ai pas encore écouté le premier qui vient juste de sortir, mais avec Elisabeth, je suis sûre qu'elle avait plein de choses super intéressantes à dire. Là. C'est vraiment une pianiste que j'admire beaucoup aussi. Là. Donc, c'est excitant. Bravo pour ton projet. Puis merci encore. Cool. Merci. Merci d'avoir écouté le podcast avec mon invité du jour, Jeanne Amiel. J'étais vraiment heureux de discuter avec elle sur son cheminement, ses méthodes de préparation au concours de piano, son projet Schumann et son album Reconnaissance.
Je lui souhaite bonne chance dans la poursuite de sa carrière de pianiste et de professeur au Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Pour le prochain épisode, qui sera le dernier pour cette saison, je serai en compagnie de la pianiste Isabelle David. Je pense pas qu'il rejetait nécessairement les courants plus modernes de la musique, tu sais, puis je sais entre autres que, bon, c'était pas le plus éclaté de tous, mais il y avait une grande admiration pour Messiaen. Il adorait son œuvre pour piano, mais en même temps, lui, comme artiste, comme musicien, sa façon de s'exprimer, c'était le vocabulaire tonal. C'était ça, sa façon de transmettre ce qu'il voulait transmettre, donc... Je vous donne rendez-vous